Ok, on va vous parler d'agilité à l'échelle pour les métiers. Full métier. Il y a des métiers dans la salle? Et les autres, ils n'ont pas de métier? Je déconne. Non, parce que quand on dit l'IT et ses métiers, ça sous-entend que l'IT n'est pas un métier. Je vous laisse... hein. Ok, donc l'agilité à l'échelle, est-ce qu'on est d'accord qu'à l'échelle, on parle d'impact à l'échelle? Ou de coût à l'échelle? On reviendra là-dessus tout à l'heure. Je vous laisse... Alors pour nous mettre en jambes, je vous avais promis un petit energizer. Alors vous allez vous mettre à côté de votre voisin. Ceux qui n'ont pas de voisin, je vous avais prévenu. Tu viens, Laurent, faire mon voisin? Je fais ton voisin. Alors, Laurent, est-ce que tu veux mettre ton poing comme ça? L'un des deux du binôme va mettre son poing comme ça. Il n'y a pas de violence ici, vous inquiétez pas. Enfin, juste un des deux, d'accord? A priori. Et l'autre, je l'invite à envelopper le poing. D'accord? Et attention, on va demander à celui qui a le poing fermé de tenter de toutes ses forces d'ouvrir, lui, son poing. Allez, on y va, vas-y. Ok? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui y sont parvenus? Personne? Ouais. Ah, comment as-tu fait? Ok. Il y a eu de la résistance de l'autre côté? Est-ce que, dans ma consigne, voilà, je n'ai pas proposé de mettre de résistance? On est d'accord, c'est vrai, je ne mens pas à ce stade, hein? Pas encore. C'est juste pour essayer de vous illustrer un peu le talk que nous allons faire tout à l'heure. En fait, un peu naturellement, on se retrouve en posture de challenge. Comme si tout d'un coup, pour que l'autre parvienne à ouvrir le poing, il faut que je m'oppose à lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour que lui gagne, ça sous-entendrait qu'il faudrait que je perde. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, pas forcément. Ok? On va parler donc de ça. Alors, oui, petite question. On aura les slides. Alors, on propose de garder le contact à la fin. Vous mettez un post-it avec vos coordonnées et on vous envoie les slides avec grand plaisir. Ça marche pour tout le monde? Donc, on a quelques petites figures imposées pour dire merci à nos gentils sponsors. Voilà, ils sont nombreux. InSpirit fait partie de l'affaire. On aurait pu faire un jingle ou un truc. Un jingle. Tu veux danser, Laurent? Voilà, on va se présenter. Laurent, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Laurent Lamé. Donc je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue avec Moira puis avec son équipe au sein d'Orange. Donc moi j'ai un passé de retailer. J'ai passé pas mal de temps chez SFR dans les points de vente, au marketing et aux achats. Après j'ai passé quelques années chez Fnac et Darty au moment de la fusion. Puis après je suis arrivé chez Orange. Voilà. Et chez Orange pour travailler sur je vous en dirai plus tout à l'heure, sur un projet de transformation de la posture distributeur d'Orange. Voilà, et puis je suis assez impatient, voilà, donc il fallait que les choses avancent et dans la distribution on verra que tout est une question de rythme. Donc l'objectif c'était de prendre un peu de rythme, il fallait que ça aille vite. Et puis à côté de mon boulot j'ai une vraie activité qui sont mes 3 ados que vous voyez sous forme de Riri, Fifi et Loulou. Voilà. Voilà. Alors, donc moi, je m'occupe de transformation d'organisation. Je suis un petit peu atypique dans mon style, et ça me plaît bien d'être un peu atypique. Je viens du monde, en fait, plutôt analytique et prédictif. Alors, pour des coachs, ça fait un peu bizarre. J'ai fait notamment du contrôle de gestion, donc vous voyez, c'est quand même assez éloigné de ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai une chance de dingue, c'est que j'ai eu un parcours de vie qui fait que j'ai découvert l'agilité finalement assez récemment dans mon parcours. Et je pensais
pensé que c'était que du bon sens, et que du bon sens, comme tout le monde, j'en suis très bien dotée, plus que les autres, comme tout le monde. Et en fait, je me suis fait cueillir avec tout un tas d'autres coachs vachement affûtés, et je ne l'avais pas vu venir. Alors donc, le fait d'avoir traversé cette frontière, d'être pris moi-même les pieds dans le tapis, ça m'a fait grandir, et du coup, j'essaye de bousculer en toute bienveillance les gens que j'accompagne. Mais parfois, j'y vais un peu franco, hein, on est d'accord. Oui. Voilà. Et j'ai moi aussi... pas toujours bien où on va, mais on y va. Voilà. J'ai moi aussi 3 ados, et je précise ça parce qu'en fait, l'agilité, ça a transformé ma vie jusqu'à l'éducation de mes enfants, dans lesquels, évidemment, il n'y a pas d'IT. Et eux, en fait, ils m'ont permis de comprendre aussi qu'en fait, plutôt que d'imposer, c'était pas mal de susciter l'envie, la motivation, la vision. Et ils sont pas tendres avec moi, ils sont grands, ils sont ados, ils sont purs. Et du coup, ben voilà, il faut viser l'équilibre aussi avec eux et trouver le sens. Voilà, donc c'était une grande école de vie pour moi. Alors la genèse de notre projet, en fait, remonte, alors pour un opérateur, ça va pas être étonnant, à une situation de rupture qui est le lancement de Free. Donc avant le lancement de Free, les opérateurs, tous, hein, y compris Orange, étaient des distributeurs de smartphones naturellement, sans vrai travail de retail, puisque la subvention faisait que tout le monde venait chercher son mobile subventionné chez son opérateur, et puis tout allait bien. Les opérateurs avaient 90% de part de marché. C'était d'ailleurs pas vraiment un sujet, l'équipement, hein, ça se faisait tout seul et naturellement. Et puis, et tout ce qui va avec, hein. Donc les accessoires, les assurances, et tout cet écosystème de distribution opérateur fonctionnait tout seul. Et puis, à l'arrivée de Free, la première chose qu'a fait Free pour baisser les prix, ça a été d'enlever la subvention, et donc de dissocier le mobile du tarif. Et là, tout le monde a réalisé que les mobiles avaient un vrai prix, que effectivement, un mobile, ça coûtait pas 19 €, 29 €. C'était un vrai équipement électronique, et il fallait se l'acheter en parallèle du plan tarifaire. Et du coup, ça a redonné beaucoup de légitimité à tous les retailers classiques, Boulanger, Darty, Fnac, et puis toute la distribution online aussi, qui jusqu'à maintenant ne distribuaient que les produits des opérateurs. Et du coup, en quelques années, la part de marché des opérateurs sur le marché du smartphone, hein, quand même un marché de quelques milliards d'euros, est passée de 90% à 50%. Alors, les opérateurs avaient beaucoup d'autres soucis pendant cette période-là que la vente d'équipements. Donc ils s'en sont pas vraiment occupés, hein. On s'est tous concentrés sur les lancements de RAID, de SOCH, de plein d'innovations autour de la 4G & Co pour remettre de la valeur dans tous ces plans tarifaires. Force est de constater que ça a plutôt pas mal fonctionné vu où en est le jeu des acteurs aujourd'hui. Et du coup, ce qui s'était passé sur les équipements, paradoxalement, ça s'est transformé en opportunité. Et donc il y a 2 ans, Orange s'est dit tiens, mais en fait cette part de marché que j'ai perdue sur l'équipement, paradoxalement ça peut devenir un vrai relais de croissance. Et du coup, sur un marché de 6 ou 7 milliards d'euros, si je peux aller reconquérir sur les boulangers, Fnac, Darty et autres, une partie de ma part de marché, je vais générer de la croissance de chiffre d'affaires et retrouver une position. Et donc du coup c'est devenu une opportunité. Par contre, ça se fait plus tout seul. Donc il faut aller chercher des parts de marché sur les distributeurs et donc adopter des postures et des modèles de distribution. La particularité de la distribution, c'est que ça va très vite. Ce sont des marchés qui sont des marchés de promotion constante, ça s'arrête jamais. Et clairement, les circuits de décision de l'opérateur, les strates de décision d'une organisation aussi complexe qu'un opérateur, particulièrement chez Orange, sont pas forcément compatibles en l'état avec cette prise de vitesse et cette accélération nécessaire. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit, si on veut y arriver, il faut qu'on fonctionne différemment, il faut qu'on fonctionne autrement. Et donc on est rentré dans cette démarche avec un objectif, c'était réussir à prendre de la vitesse. Et là où l'opérateur fonctionne avec une unité de temps qui est plutôt sur le trimestre ou le demi-trimestre, de fonctionner au mois et à la semaine.
Alors ça peut paraître, voilà, c'est tout simple, hein, mais ça a beaucoup d'implications. Du coup, en termes d'organisation, et c'est de là que venait cette... si tu veux passer sur le prochain slide, s'il te plaît. C'est de là que venait notamment la complexité de prendre de la vitesse. Hein. C'était le nombre de personnes concernées. Donc on a recensé, et Moira y reviendra tout à l'heure parce que c'était un point important du projet. Hein. Toutes les personnes concernées, on est arrivé à une centaine de personnes concernées par cette activité, une centaine de personnes, une vingtaine d'équipes et 6 directions. Donc avec toutes les problématiques malheureusement d'organigramme, de strates, de pyramides diverses et variées, qui sont clairement des ralentisseurs et qui nous empêchaient structurellement de prendre cette vitesse qui nous était nécessaire. Et donc c'est comme ça qu'a démarré ce projet, et avec une première étape qui finalement consistait à comprendre toutes ces interactions telles qu'elles étaient au moment où on a démarré en fait. Alors, je peux peut-être préciser deux éléments importants. C'est que donc on est chez ex-France Télécom. Il y a un contexte qui était l'année dernière où il y avait une organisation judiciaire qui se réveillait en plus. Et donc quand on parle d'accélération, pour moi, c'est vraiment fondamental de le dire partout, mais en particulier dans ce contexte-là. Accélération, ça veut tout sauf dire pression. D'accord ? Accélération, ça veut d'abord dire on enlève les délais d'attente. Et donc là, Laurent évoque le fait qu'il y a 20 équipes dans 6 directions différentes. On imagine bien qu'ils ne sont pas hyper synchronisés les uns avec les autres, hein, et on peut comprendre ça. Les priorités et les enjeux, les contraintes ne sont pas tout à fait alignés. Et donc, il s'agit d'abord de supprimer les délais d'attente, de resynchroniser le système. Donc j'insiste, parce que parfois on fait des raccourcis un peu trop rapides. Accélération, ça ne veut pas dire pression, ça va même être tout l'inverse. D'accord ? Et on viendra dessus tout à l'heure. Et je précise aussi qu'en fait, l'opportunité s'est présentée, puisqu'il y avait tous ces enjeux très business, hein, que vous venez d'entendre, qui consistent notamment à accélérer le rythme des promotions en boutique. Et en fait, il se trouve que j'avais pu animer un séminaire de direction chez Orange, de la direction marketing. Et il se trouve que comme je suis pas née dans l'IT, comme je vous disais tout à l'heure, ils ont compris que finalement, il y avait plein de trucs à capter, pas que pour un environnement IT. Agile, c'est pas IT, c'est pas Scrum. D'accord ? Faut arrêter de coller les deux l'un avec l'autre, selon moi, parce que c'est un petit peu réducteur. Ça peut ou pas, vous voyez ? Et donc, en fait, je pense que ça faisait aussi partie des choses intéressantes qu'ils ont captées. Ils se sont dit, on peut aussi choper des choses intéressantes de l'agilité pour nos propres enjeux pur business. Voilà. Et donc, quand on dit accélérer, ça veut dire accélérer, je disais, le rythme des décisions notamment. Donc on n'est pas en train de se dire sur le terrain il y a des bras cassés, c'est pas ça du tout. C'est le système dans son entièreté qui est à repenser, ce ne sont pas les individus. Ça va mieux en le disant. Oui, c'est un point important parce que en parallèle de ça, moi je venais de chez Fnac, hein, là où il y a 100 people chez Orange, j'en avais max entre 15 et 20 chez Fnac pour faire à peu près pas loin de faire à peu près la même chose. Donc et il était hors de question parce qu'on aurait pu se dire ça va être simple. J'en ai 100, j'en prends 15, roule, et puis les autres, on leur trouvera bien un truc à faire. Ça ne fonctionne pas, et c'était pas une option. Donc, on avait une nécessité de réussir à faire travailler toutes ces personnes ensemble, aussi atomiser soit leur fonction et leurs tâches. Je précise aussi, je reviens sur la notion de business et IT. Ça paraît anodin, mais il y a quand même quelques différences de fond. Notamment le fait que les personnes sont dans une activité opérationnelle. Et donc, ils sont dans un process. J'aime bien le mot chaîne de valeur plutôt que process, parce que quand je dis process, les gens entendent procédure. Et c'est dommage, ça met les gens dans des cases. C'est bête. Alors que process, pour info, ça vient du latin processer, faire avancer. Bon, c'était la minute intello, j'arrête là. Mais donc une chaîne de valeur, c'est un peu plus sexy, ça véhicule mieux ce que je veux dire. Donc ils sont dans une activité opérationnelle, et là, on voudrait bien les mettre un peu en mode projet. Mais bon, ils ne nous attendent pas pour être débordés dans leurs agendas.
D'accord ? Donc il va falloir trouver aussi des tactiques pour faire en sorte que l'activité run continue et qu'en même temps on dégage un petit peu de temps de façon synchronisée pour bosser ensemble. D'accord ? Donc les personnes ne sont pas dédiées, elles ne sont pas sur un projet, elles sont plutôt sur un process, ou pas sur un produit, mais plutôt sur un process. Et donc ça sera quelques spécificités qu'il faut intégrer dans la démarche. Mais bon, on en a vu d'autres, donc il n'y a pas de souci. Des questions à ce stade ? Vous nous interrompez, hein, surtout si vous avez le droit de pas être d'accord aussi, hein, j'adore ça. Bon. Donc je poursuis, hein. Si vous n'êtes pas d'accord plus tard, c'est pas grave, ce sera toujours temps. Donc la démarche. Alors, donc pas puriste de telle ou telle démarche, bien au contraire. Mon parcours de vie fait que j'ai vu pas mal de choses différentes. Et donc j'assume un mix hyper décomplexé de tout un tas de techniques qui permettent, en fait, surtout d'obtenir la mobilisation cross-entité. D'accord ? Et c'est vraiment ça le cœur du sujet, c'est-à-dire générer des idées géniales, même au marketing, qui était quand même le mandataire de la mission. Ils disent eux-mêmes, avoir des idées, c'est finalement assez facile. La complexité vient dans la déclinaison opérationnelle de ces idées, ou de cette stratégie, ou de ce truc à faire. D'accord ? Donc c'est le savoir-faire particulier qu'on va faire et qui s'adresse évidemment à des collaborateurs internes de plein d'entités, avec des priorités, des contraintes et des enjeux qui ne sont pas forcément très bien alignés, comme je disais tout à l'heure. Autrement dit, dans une start-up, on n'a pas trop bien besoin de nos services. En revanche, dans une grosse structure, et on devient vite gros d'ailleurs, ça devient plus utile. Et avec des personnalités, des histoires très, très marquées. C'est-à-dire qu'on a des métiers très hétérogènes et on n'est pas dans des start-up avec... des jeunes étudiants qui ont 2-3 ans dans une fonction, qui sont hyper malléables, machin, et puis qui attendent qu'une chose, c'est bouger le plus vite possible. Là, c'est pas le cas. Hein. Donc, on a des gens qui vont du marketing à la supply, le contrôle de gestion, un bout de juriste, et c'est des gens qui sont, pour certains, dans leur job depuis 10 ans, 15 ans, voire plus si affinité. Hein. Donc la matière première était très marqué, très typé, et du coup avec une nécessité néanmoins de dessiner un avenir commun, quoi, et un chantier commun. Et c'était, alors j'avoue que parfois on s'est demandé où on allait, hein, mais cet embarquement et cette création du collectif, ça a été vraiment une étape clé, quoi. Alors justement, donc une démarche en 3 étapes, jusque-là, ça paraît hyper classique, quoi, hyper simple. En fait, je pense que c'est dans la façon d'opérer que se passent les choses différentes. On a une première phase de préparation. J'aime bien cette analogie avec le jardinier. En fait, vraiment, le démarrage, c'est préparer le terreau, l'aérer, créer quelque chose avec ce terreau pour qu'il puisse émerger quelque chose. D'accord ? Et je reviendrai sur chacune des 3 étapes. La deuxième, c'est le moment où on plante quelque chose dans ce terreau qui va être propice, puisqu'on l'a travaillé précédemment, et il va y avoir vraiment cet enracinement qui va se créer, cette force particulière au tout début. Et puis la 3e étape qui consiste finalement, comme on a mis là on a mis la graine et l'engrais naturel. Derrière, en fait, c'est la pluie qui tombe qui fait que ça pousse tout seul. Vous voyez, de temps en temps, un petit peu d'arrosage pour entretenir, mais en fait, ça vit tout seul. Et c'est ça qui nous paraît vraiment important. En tout cas, c'est vraiment le truc auquel je suis très attachée. C'est pas le tout de faire une mission sympa avec un coach ou un consultant sympa. C'est qu'une fois que le coach il s'est barré, qu'est-ce qui reste ? Pour moi, vraiment, tout est là. Et on reviendra... Quoi ? Une facture. Le vilain, voilà. Tout est dit. Alors voilà, ça fait partie aussi du jeu en fait, ce duo que nous avons fonctionné, dans lequel nous avons fait cette émergence, c'est ça aussi qui permet que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on ne se prend pas trop au sérieux. Et dans les grosses structures, en fait, il y a un peu un implicite qui dit que le plaisir, c'est futile. Eh bien non, figurez-vous. Si on prend plaisir dans ce qu'on fait,
on est souvent plus performant. Donc ça fait partie aussi des choses sur lesquelles il était intéressant d'insister. Voilà. Et du coup, c'est ça qui fait que derrière, ça dure. Parce que, je sais pas vous, mais moi, quand je m'emmerde quelque part, j'ai pas envie d'y retourner, vous voyez. Donc voilà, si on peut contribuer à faire quelque chose un peu différent, c'est vraiment très important. Donc, les trois étapes, en fait, vraiment fondamentales, c'est une alternance de posture d'expert et de posture de coach. Et notamment, le début, j'y vais assez direct, quoi, fermement sur le cadre et sur le cadrage de la mission. C'est-à-dire que le cadrage, il va falloir être focus, un peu frustré même le commanditaire, parce qu'il aimerait bien qu'on prenne le truc dans son entièreté, sauf que nous, on sait que ça, c'est pas digeste. Vous n'êtes pas seul, hein, Orange se croit souvent le pire du monde, mais pas du tout en fait. Il y a vraiment des gens merveilleux et il y a cette caractéristique, elle est fréquente, hein, je vois quelques sourires dans la salle. On veut tout pour hier. Hein. Alors donc, donc je suis assez ferme au démarrage, un peu de frustration du commanditaire pour viser petit, d'accord, et également de la fermeté sur le cadre que je souhaite informel. C'est bizarre ça, être ferme sur le côté informel du cadre. C'est-à-dire que là, je parlais du plaisir et du futile, hein, il va falloir qu'on travaille dans le plaisir. Parce que c'est mon style, d'abord, et parce que je pense que ça marche un peu mieux. Mais du coup, c'est pas fréquent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut surprendre. Donc c'est un peu de frustration et de surprise. Voilà. Et puis derrière, posture de coach pour faire émerger le contenu. Parce que alors moi, je suis pas du tout geek, hein, et donc les trucs d'Orange, et c'est pas à moi de dire en fait. Par contre, de permettre l'expression du collectif. Et on vise en fait une mise en mouvement rapide. Ça marche jusque là? Non, bon. Tu as vu des managers? Ah, mais alors, excellent point, merci de le noter, car ça fait partie du détail qui compte. D'accord? Donc, ce n'est pas un détail. Car en fait, il y a une restitution aux managers, parce que finalement, en fait, justement, on n'a pas travaillé avec les managers. Mais ils sont importants, ils sont utiles, mais on va voir effectivement comment est-ce que, dans un bout en bout, c'est pas parce qu'on est au niveau de la chaîne de valeur qu'on travaille avec des gens qui ont des galons. D'accord? Il faut travailler avec les gens qui font. Ça, c'est une inspiration lean, n'est-ce pas? Et donc, on travaille avec celui qui fait. Tout à fait. Mais du coup, on vient restituer au manager et on vient... En fait, le collectif va faire des préconisations de scénarios crédibles pour eux, qui fonctionnent pour eux, donc qui sont très pragmatiques. Simplement, ils viennent soumettre leurs propositions au management. Non, ils n'étaient pas là. Tout à fait. Ils n'étaient pas là. Mais pas dans la... Alors c'est intéressant, on en parle maintenant, c'est pas grave. Oui, on peut en parler maintenant. C'était prévu après. Hein. Sur cette partie manager, moi j'ai été surpris. Moi, j'avais jamais travaillé comme ça. Ou en tout cas sans le savoir. Et moi, j'ai été surpris de la réaction des managers. Et en fait, il y a vraiment deux types de managers qui ont émergé. Un type de manager très à l'aise avec le fait de basculer d'une posture de manager à une posture de... Comment je pourrais appeler ça? D'accompagnant, de soutien, de facilitateur. De sortir du côté manager vertical. Et puis d'autres qui sont potentiellement, enfin qui sont rentrés plus en souffrance, quoi, hein, en disant je laisse mon équipe toute seule, ils vont décider avec les autres et je suis pas là. Qu'est-ce qui va se passer? Et même après, et encore aujourd'hui, hein, on a ces deux typologies, ces deux réactions de managers selon leur nature perso, quoi, intime. Mais c'est très intéressant de voir les réactions des différentes typologies de managers. Mais c'est un vrai point sur la longue route, c'est sûr. Alors, cela dit, je viens vraiment à rassurer, on a fait les choses en douceur, d'accord? Et donc, je poursuis parce qu'en fait, on va revenir dessus. C'est la deuxième étape, donc je commence d'abord par la première étape, aussi surprenant que ça puisse paraître. Timing. Donc, on démarre kick-off avec les managers tels qu'identifiés. Donc, on part du central, hein, le marketing, la stratégie. Et puis, on va traverser toute la chaîne de valeur, de proche en proche, jusqu'à la boutique physique, le responsable de la boutique, et également le web.
d'accord. Mais ça embarque la com, ça embarque la supply chain. Enfin, il y a de nombreux acteurs qui sont à orchestrer. On a dit une vingtaine d'équipes dans 6 directions différentes. Et donc, quand je dis préparer le terreau, en fait, comment ça se passe? C'est des entretiens, plus d'une 50aine d'entretiens one-one, pour collecter à la fois le in, c'est-à-dire comprendre leur job, comprendre en quoi consiste sa mise en place de promos dans les boutiques, qu'elles soient web ou boutiques physiques, mais également, et surtout, j'ai envie de dire, collecter le off. Le off, c'est quoi? C'est tout ce qu'on ne dit pas dans les réunions, d'accord? C'est tout ce qui, quand je rentre dans une salle, eux, ils savent, mais moi, je ne sais pas. D'accord. C'est des sous-entendus, c'est aussi des difficultés de la vie ou au contraire des idées géniales qui n'arrivent pas à émerger plus que ça. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses qui se disent autour du café, mais qui ne se disent pas en réunion. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ça, c'est vraiment essentiel. Ça permet d'instaurer un climat de confiance, d'instaurer déjà ne serait-ce qu'une relation, de donner aussi envie de se libérer du temps pour la deuxième étape que j'évoquerai tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a dit qu'ils ont des agendas blindés. Ils vont se libérer 5 jours parce que, sans dévoiler trop, la deuxième phase que j'ai appelée booster, c'est un design sprint. Donc ça dure 5 jours avec quelques concessions, parce que 5 jours d'affilée, c'est trop pour eux. Et 5 jours, c'est à la fois très peu quand on regarde en mode projet, 5 jours, mais énorme quand on est en activité opérationnelle. D'accord ? Donc tout dépend évidemment du prisme utilisé. Et en faisant ça, on commence à créer le collectif. Enfin, moi, j'ai trouvé cette étape super importante parce que les gens sont souvent invités à des séminaires, des trucs chez Orange, machin. Ils viennent, ils assistent et voilà, sans sentiment d'appartenance ou quoi que ce soit. Là, on initie un process et en fait, ils ont tous un point commun. C'est qu'ils ont rencontré Moira, qui les a écoutés, qui du coup est un œil extérieur. Un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs c'était étonnant, toi aussi tu étais étonné je pense, se sont vachement confiés sur ce qu'ils vivaient, ce qui était potentiellement complexe pour eux, ce processus tel que je l'évoquais, très atomisé, qui génère des frustrations et co. Peu importe, en fait, ils sont arrivés en se disant tiens, on a tous un point commun, c'est on a rencontré Moira, elle nous a déjà écoutés. Et là, on va construire avec elle tous ensemble. Et quelque part, le collectif, il a déjà commencé à exister à leur insu, hein, mais avant le jour 1 du booster, finalement. C'était très étonnant. Dans l'entretien, ce qui entretient cette relation, c'est que en fait, c'est une invitation. C'est-à-dire que, pour donner quelques chiffres, on a dit que l'ensemble, ça représente à peu près 100 personnes. Mais moi, je ne travaille pas avec 100 personnes, c'est plus du tout les mêmes conversations. Quand on est 100, le temps de parole est très réduit. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre entre un collectif gérable, dans lequel on peut avoir de vraies conversations, et quelque chose qui représente effectivement le bout en bout. Donc une des astuces, c'est de prendre un représentant de chacune des équipes pour avoir une vision 360, surtout pas monoprisme, hein, mais vraiment un prisme différent, complémentaire, pluridisciplinaire, qui représente l'ensemble des acteurs, mais j'ai besoin que d'une personne par équipe. Du coup, j'ai envie de dire, c'est presque facile quand on le dit comme ça, je voudrais juste un volontaire de cette équipe-là. Je ne travaille pas avec ceux qui ne veulent pas, ils ont leurs bonnes raisons de ne pas avoir envie, ils n'ont pas à s'expliquer, voilà, c'est comme ça. Si tu n'as pas envie, c'est pas grave, mais du coup, on prendra quelqu'un d'autre. Et en fait, cette invitation, qui n'est pas une imposition, tout d'un coup, déjà, ça réveille l'envie. Non, mais si je viens pas et que c'est quelqu'un d'autre, je vais peut-être perdre un truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est subtil, hein, mais ça se crée effectivement très vite et ça contribue à la relation de confiance. Alors, il y a quand même quelques effets surprises parce que dès le kick-off, je parlais du cadre tout à l'heure, je m'attache à être différente dès le début. C'est-à-dire, je ne veux pas rentrer dans les codes du système que je vais devoir changer derrière. Donc, par exemple, le petit energizer qu'on a fait au tout début, eh ben, on l'a fait dans le kick-off. Donc, ils n'ont pas l'habitude, hein, les patrons, de faire un energizer, de se toucher le poing, là, comme ça. C'était quand même un peu bizarre, et de se faire cueillir. Mais c'est quoi ce truc? Vous voyez ce que je veux dire? La façon de me présenter, pareil, riri, fifi, loulou, qu'est-ce que... Vous voyez? Et derrière, il n'y a pas de slide. D'accord? Donc, dès le kick-off, il y a un truc qui se passe, que je m'autorise, parce que je pense que c'est moins d'efforts, plus d'impact. OK ?
Donc il va y avoir à la fois un petit ricanement, c'est qui celle-là, pour qui elle se prend. Enfin, je veux dire, c'est bon, quoi. Et en même temps, ils vont comprendre progressivement ce qui se passe. Frustration également, parce que quand on parle de façonner le why, pour moi, c'est très important de fédérer sur le pourquoi. Et dans les entretiens que j'ai eus, donc en fait, entre le kick-off et l'ajustement de l'intention, j'ai fait les entretiens. Et la restitution de l'intention, j'ai capté de l'information que je vais resservir. Et donc, notamment dans façonner le why, il ne reste plus que 15 minutes. Dans le façonner le why, c'était l'idée qu'il pensait qu'un objectif de chiffre d'affaires, comme l'a rappelé tout à l'heure Laurent, c'était hyper fédérateur pour tout le monde. En fait, pas du tout. Le vendeur en boutique, lui, il ne cherche pas à refourguer des trucs, il cherche à maintenir une bonne relation avec le client. Et puis dans les équipes, il y avait ceux qui vendent les coques de téléphone, qui vendent très peu de chiffre d'affaires, mais beaucoup de marge, et inversement pour les mobiles. Donc en fait, ce truc-là qui paraît fédérateur, en fait, ne l'est pas. Et c'est les entretiens qui me permettent de le servir. Voilà, je vais accélérer du coup. Si d'autres trucs de frustration, le focus, j'en ai parlé tout à l'heure, on va gérer en fait une opération commerciale qui était la première qui arrivait, c'était le Black Friday, qui chez eux s'appelle Orange Friday. C'est rigolo. Ça plaît. Ça plaît. Voilà, on reviendra tout à l'heure. Alors donc collecter le in et le off. Ensuite, la deuxième phase, qui est la phase de design sprint. Donc là, on travaille avec les 25 personnes qui ont manifesté leur envie de travailler avec nous. On démarre par la fin. On va amener ce collectif à comprendre l'environnement des gens pour qui ils travaillent, leur écosystème. Et donc, j'aime bien introduire de l'imperfection dans ce que je fais. Et quand je dis introduire de l'imperfection, ça aussi, c'est assez surprenant. On est au marketing, il y a plein d'études sur les clients, mais les études, c'est des annuaires de trucs, quoi. Si je démarre un design sprint avec une pile d'annuaires comme ça, enfin, c'est bon, j'ai plombé l'ambiance. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on a préféré recruter quelques clients pour qu'ils viennent faire des interviews. Donc, on sait que ce n'est pas parfait, hein, c'est juste quelques interviews, mais on intègre un peu de show dans l'atelier. Et donc, ce collectif a créé ces guides d'interview. Ils savaient que l'heure d'après, ils avaient besoin de quelques questions et puis ils allaient être en live, en face de clients, en face de constructeurs qui sont des partenaires. Hein, ce n'est pas les gens pour qui on travaille, mais ça fait partie de l'écosystème. Et en face de quelques responsables de boutique. Et donc là, quelques messages sont difficiles à entendre, notamment quand on vous dit on ne voit pas qu'il y a des promos dans vos boutiques, on ne sait même pas qu'il y a une OP commerciale. De toute façon, dans la boutique, on ne peut pas toucher les objets, etc. Vous avez un collectif de gens qui travaillent sur ça et qui se voient recevoir tout un tas de critiques tout à fait légitimes. Mais là, du coup, il faut intervenir pour dire tu ne prends pas sur les épaules le poids de ta structure, tu n'es pas responsable de ce qui se passe. Par contre, ces messages sont pour nous très importants pour nous aider à nous retrousser les manches et à décider de ce qu'on doit traiter. Et là, on commence à casser la pyramide, en fait. C'est-à-dire que, comme disait Moira, des études chez Orange, tu peux passer ta vie à lire des études. Hein. C'est hallucinant, il y en a partout. Elles sont super intéressantes. Mais en fait, c'est le marketing qui les lit. Là, tout d'un coup, tout le monde, même le gars même le contrôleur de gestion, même le juriste, même les gens de la supply, ils rencontrent les clients. Ils le font jamais. Hein. Ils rencontrent les vendeurs. Et ils le font avec le marketing. On est tous ensemble autour d'une table. Tiens, et tout d'un coup, tout le monde entend la même chose. Et là, on commence à créer quelque chose. On l'a senti. Ça a été et la façon dont les clients et surtout la façon dont les vendeurs le reçoivent aussi, en voyant tous ces corps de métier qui interagissent avec eux. Tout d'un coup, il se passe quelque chose et on sent qu'on sort du sacro-saint marketing à ses études qui distille ensuite ce qui construit aux gens qui sont censés le mettre en œuvre et l'exécuter. Et c'était un moment très fort. Alors, sans valeur statistique ni quantitative, parce que c'était 4-5 clients. Mais par contre, en termes de création d'adhésion, il s'est vraiment passé un truc qu'on a refait depuis d'ailleurs. Et ça a été d'ailleurs le truc qui nous a permis de détecter les pépites. Alors les pépites, on arrête nous de parler de petits pas parce que pour la direction, petit pas, ça fait un peu lenteur de limace. Et donc c'est pas hyper stimulant. Une pépite, c'est un truc qu'on coupe un petit peu, mais qui brille. Vous voyez. Et donc en fait, c'est vraiment l'idée qu'on va chercher au maximum des choses qui nous coûtent peu d'efforts,
mais qui vont générer de l'impact. Et donc, dès ce truc-là, après l'empathie et l'immersion avec les clients et l'écosystème, en fait, on a imaginé une expérience client qui serait un peu meilleure que celle d'aujourd'hui. Et donc, dès là, in situ, des idées ont germé, des gens qui vont les faire ensuite. Vous voyez, donc c'est eux qui ont les idées et ils comprennent pourquoi elles émergent, ces idées. Donc ils sont prêts à se libérer du temps pour faire ça, à condition que ce soit encore une fois compatible avec leurs agendas. Voilà. Un autre point, c'est que souvent quand on démarre une phase de transfo comme ça, très souvent on vous parle de, j'ai des mots vulgaires, hein. Il faut nommer le PO, le RTE, le que sais-je encore. Et en fait, là pour le coup, vraiment pour moi c'est un truc très important de ne pas les nommer au début. Parce que si on commence par ça, tout le monde veut que le PO soit chez lui. Alors ici, le PO, c'est pas un product owner, c'est un process owner. Hein. Mais bon, c'est exactement le même truc qui se passe. Et donc, si on démarre avec la politique, on est vraiment marron. Donc, du coup, on va faire en sorte que le rôle émerge. On sait qu'il en faut après, d'accord, pour aider à cadencer, aider à structurer, à maintenir la vision. Mais on fait en sorte que toujours ça émerge par le besoin. Et donc, ils font les ateliers et à la fin, on va générer, en fait, on va orchestrer la façon dont ils veulent que cette nouvelle expérience client se produise. Et donc, ils vont décrire leurs livrables et les intégrer dans un espèce de rétro-planning qui leur convient à eux. Et à un moment, il va falloir quelqu'un qui cadence un peu cette affaire-là. Donc, par le besoin, parce que la discipline, c'est complexe, il faut bien quelqu'un qui nous aide à rester discipliné. Et donc, le rôle est plébiscité. La personne a fait partie de l'atelier au même titre que les autres, il est ni au-dessus, voilà, il fait partie du collectif et on a besoin de ce rôle au même titre que tous les autres. Voilà. Et donc, oui. Ah non, non, du tout. En fait, concrètement, à la fin, la dernière étape consiste à dire quand est-ce qu'on se revoit. D'accord, quand est-ce qu'on se revoit? Donc on décide, hein, vraiment, j'avance juste sur le slide d'après, voilà. Donc ce qui compte pour nous, c'est qu'il reste quelque chose. Et donc il va falloir savoir, une fois qu'on a planté notre petite graine, comment est-ce qu'elle va continuer son amélioration continue, accompagnée au début, mais très rapidement en autonomie. Et donc arrive cette synchronisation qu'on retrouve souvent dans les cérémonies agiles. Mais qui organise le meeting? La plupart, ils n'ont pas du tout envie d'organiser un meeting. Je veux dire, ils ont d'autres trucs à faire plus intéressants pour eux. Et puis, il y en a un qui dit moi, je veux bien, quoi. Parce qu'en fait, ça fait pas... Et voilà, ça y est, c'est... Voilà. En fait, ça se fait, ça se match. Ouais. Ça se match dans un premier temps. Et puis après, pour pérenniser, par contre, là, il faut que une fois que tu as identifié les personnes, là, il faut du coup faire en sorte que cette personne qui est ressortie, tu as juste ses missions pour libérer du temps, pour que du coup elle ait les moyens de ce dont elle a envie. Par contre, tu as identifié qu'elle avait envie, elle s'est positionnée, puis après on a arbitré, on a changé ses missions, quoi. Et d'ailleurs, on démarre cette phase-là par la validation manager, c'est-à-dire que j'expliquais tout à l'heure qu'en fait le collectif a décrit une façon de s'organiser, donc leurs propres livrables qui vont devoir se passer les uns aux autres. Donc plutôt que d'envoyer tout ça généralement par mail, où je bosse sur mon truc, par exemple le catalogue et la négociation des prix qui vont être mis en promo, je fais mon truc, puis ensuite je l'envoie à l'équipe d'après. En fait, je comprends les contraintes de l'autre, je vais les intégrer tout de suite dans la réalisation de mon catalogue, et donc il va récupérer quelque chose plus rapidement et plus complet. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure, réduire les délais d'attente, puisqu'on se synchronise et qu'on comprend les contraintes du suivant, on construit quelque chose qui est plus robuste et qui va plus vite. D'ailleurs, par exemple, la com, elle n'a pas besoin d'avoir les tarifs, elle a juste besoin d'avoir le produit phare, par exemple. Donc on réduit encore une fois les délais à ce moment-là. Et donc tout ça pour dire que ces personnes-là vont co-construire leur truc et être force de proposition. D'accord ? Donc on est prudent et on dit ce collectif, il va faire émerger une façon de s'organiser dans laquelle ils croient, qui est actionnable, pragmatique, qui résonne pour eux. Simplement, on rassure tout le monde, c'est eux qui, en mode expo, hein, donc il n'y a pas de slide, à la toute dernière phase du design sprint, on invite tout le monde et il y a cette restitution en mode expo au management. Avec une partie qui sont les préconisations qu'on souhaite et sur lesquelles on se sent en capacité de s'auto-organiser, on n'a besoin de rien, mais une série de points sur lesquels on a besoin d'aide. Et ça peut être ce que tu mentionnais, le fait de libérer un peu de temps, de machin, ou bien de changer le fameux
Orange Friday en Black Friday, parce que peut-être pour les clients, ben, ça s'impose. Il n'y a pas un geek qui tape Orange Friday dans son moteur de recherche, sauf que ça faisait plus de 2 ans qu'ils essayaient et qu'ils n'arrivaient pas à le faire changer. Vous voyez, voilà, donc ça fait partie de ces choses-là qui sont faites. Alors les managers ensuite, après la restite qui était la fin de l'étape précédente, la validation, ils ont une dizaine de jours pour chacun revient chez lui, vérifie avec ses experts que effectivement les propositions sont compatibles. Et en fait, ben, c'est surprenant, mais tout est accepté. Ça fonctionne. Tout fonctionne, tout est voilà. Donc il suffit parfois de demander. L'idée, c'est que plutôt que d'avoir des postures politiques, parce qu'il y a un collectif d'opérationnels et un collectif de managers, on revient sur des arguments. Et il y a certains arguments qui tombent, en fait, de facto. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors donc, ici, ce qui est important, c'est de tenir dans la durée. Donc, c'était important dans la phase précédente qu'il y ait une envie particulière qui se déclenche, du plaisir à travailler de cette façon-là, et que ça tienne. Ce qui est rigolo, c'est que là, ils avaient décidé de se voir une fois par semaine. Cette fois-là, c'est tombé le mercredi. Donc, il n'y a pas une personne de l'extérieur qui aurait misé sur le mercredi, mais pour eux, ça tombe bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore une fois, on est surpris de ce qui se passe. Peut-être quelques exemples de pépites qui s'étaient passées. Ouais. Donc les résultats. Donc je vais passer très vite sur les résultats, mais moi ce que j'ai retenu, c'est que ça a permis au collectif de faire des choses finalement très simples. En fait, en sortant de tous les processus, en sortant de l'IT aussi, de réussir à faire des choses que l'équipe n'avait jamais imaginé qu'elles puissent être possibles. Je vais prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est Orange Friday. Effectivement, ça faisait des années que l'événement Black Friday chez Orange s'appelait Orange Friday et tout le monde pensait que ça ne pouvait pas changer. Ils avaient essayé, ils n'avaient pas réussi. Là, on a réussi en ayant les bonnes personnes autour de la table et les bons management à le faire changer ça a duré 30 minutes. Et puis la deuxième chose, c'est des étiquettes avec des prix barrés. Alors chez Orange, on faisait des promotions, mais on ne savait pas barrer les prix. Et il y avait eu des études IT faites dans tous les sens. Il y en avait pour 6 mois, 100 000 €, enfin bon, no comment. Et là, tout d'un coup, il y a une équipe qui dit non, mais en fait, on pourrait les faire nous-mêmes. On pourrait les faire sur PowerPoint. Et puis, il y avait des responsables de boutique qui étaient là. Bah ouais, nous, en fait, on peut les imprimer et puis on peut les mettre dans les boutiques. Il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin d'adapter l'outil IT. Et depuis Black Friday de l'année dernière, Orange a des outils, a des étiquettes avec des prix barrés dans ses magasins, dans tous les magasins, et ça fonctionne très bien. Et ça nous a coûté 0. Alors ça paraît bête comme chou, hein, mais voilà. Et des trucs comme ça, il y en a plein. Donc des choses très concrètes, très basiques, et qui ont permis d'avancer en s'affranchissant du processus et de tout ce qu'on aurait dû faire, à la fois de s'affranchir du c'est pas possible et de s'affranchir du ouais, on va le faire. Et puis, ça prend 1 an et demi, quoi. Oui, les prix barrés, j'ai un iPhone, je l'ai à 500 €, mais je ne savais pas qu'avant, il était beaucoup plus cher. C'est ça que c'est... Alors effectivement, libérer sur le comment, c'est-à-dire le plaisir que ces personnes ont eu à travailler dans ce mode-là et le sens qu'ils y ont trouvé. Donc ça fait partie typiquement des pépites. C'est pas beaucoup d'efforts, mais beaucoup d'impact. C'est ça qui permet de polliniser aussi autour. À la fois, on n'avait pris qu'une personne au début de chaque équipe, donc ils en ont parlé au reste de l'équipe. Et du coup, progressivement, ce collectif augmente et puis ça se sait de proche en proche. Donc les feedbacks des équipes, c'est toi qu'on parle. Non, mais juste un truc, c'est que le truc moi que j'ai retenu, ce qu'on m'a dit à plusieurs reprises, c'est tiens, je fais partie d'un collectif, je sais ce que fait mon voisin et je sais pourquoi je réalise mes tâches en fait. Alors qu'avant j'étais juste une exécutante ou un exécutant et là je comprends dans quoi j'évolue. Voilà, moi c'est ce que je retiens et du coup c'est super quoi, parce que je pense que ça a changé le travail quotidien d'un certain nombre de personnes en termes d'intérêt et de motivation, indéniablement. Alors effectivement, là c'était l'accompagnement
s'est fait de septembre à novembre et même en décembre, il y avait de nouveaux chantiers qui émergeaient. Depuis, ce collectif vit en totale autonomie, sachant qu'ils n'ont... C'est quand même le sujet qui est quasi improbable chez Orange. Il n'a pas de SI dédié. Il n'avait pas de gouvernance dédiée, il n'y avait pas de budget dédié non plus, donc en fait c'est quand même particulièrement touchy pour faire avancer ce type de sujet. Aujourd'hui, 9 mois plus tard... Non mais ça fonctionne toujours, c'est toujours le mercredi et je pense que plus personne s'imaginerait fonctionner sans ce truc-là, même si... ça nécessite une vigilance constante et même si on n'a pas de budget, pas d'IT, pas de moyens, et la question sur les responsabilités et le fait de réussir à donner les moyens aux gens qui sont motivés, ça c'est un point clé. C'est-à-dire réussir à dégager le temps nécessaire pour que les personnes qui animent ce collectif aient le temps de réfléchir, de changer les techniques d'animation, de rafraîchir le processus, enfin de maintenir la corde tendue. Voilà. Donc c'est un travail constant, mais ça fonctionne et puis ça fait vraiment partie du quotidien de tout le monde maintenant, ce mode de fonctionnement. On a donc peut-être une synthèse rapide, quelques messages clés. Je l'ai dit tout à l'heure, accélération, ça ne veut pas dire pression. J'insiste, parce qu'on fait souvent des raccourcis, quels que soient les niveaux. Fédérer sur le pourquoi, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est très important de collecter les signaux faibles. Libérer sur le comment, faire en sorte de prendre au sérieux l'apparence de légèreté, fondamentale. Et puis, comme je disais, assumer d'introduire de l'imperfection pour qu'il y ait plus de relations, plus de eye contact, plus de conversation et moins de slides. Les slides, c'est très propre. Les organisations, c'est très propre. Sauf que quand on rentre à l'intérieur, c'est là qu'on se rend compte du réseau de connexion qu'il y a. Et c'est ça qui fait que le taf fonctionne. Embarquer le collectif, donc là c'est vraiment le fait d'éviter la dimension politique avec les rôles d'abord, mais plutôt les faire émerger toujours par le sens. Un collectif qui est représentatif 360 de la chaîne de valeur et opérationnel, c'est-à-dire c'est des gens qui sont proches de l'information, qui savent ce qu'ils font. Et puis, mettre en mouvement, alors là, vraiment, j'assume totalement le fait d'éviter les diagnostics. Moi qui viens du Lean Six Sigma, dans lequel on faisait des super diagnostics et analyse de root cause, franchement, j'en suis totalement revenue. Un diagnostic, implicitement, ça cherche des responsables, voire des coupables. C'est sûr, ça vous consomme du temps. Et ce qui est sûr aussi, c'est que ce n'est pas en comprenant le problème que vous avez une meilleure idée de la solution. Et je prends souvent cet exemple, l'éclairage, ce n'est pas l'amélioration continue de la chandelle. Donc franchement, évitez les diagnostics qui vous font perdre du temps, mettre en action, revisiter le Lean avec une dose d'expérimentation et de design thinking, c'est vraiment, à mon avis, ce qui fait la différence. Et donc on ne promet pas la révolution, mais ce qui est sûr, c'est le mouvement immédiat, c'est-à-dire le petit pas qui fait du sens. Voilà pour ça. Je ne sais pas si vous avez... oser le changement de forme, oui, ça, je crois que ça fait partie du truc. Si on veut changer un système, il faut arrêter de prendre les codes du système, me semble-t-il. Et encore une fois, je vous invite à pas forcément être d'accord avec moi. Et puis, la conclusion de la conclusion. L'agilité, je l'ai dit au début, ça nous concerne tous. IT ou pas, ce n'est pas le sujet. Je crois qu'il faut arrêter d'associer agilité à l'échelle et le fait que c'est cher, compliqué, long. Et enfin, oui, je crois qu'on peut effectivement agir sur la culture avec quelques petits... Donc, agir sur la culture, c'est quelque chose auquel je ne croyais pas précédemment. Mais par exemple, avoir une démo qui n'a pas de slide, une démo qui est là pour aider l'équipe à vérifier qu'elle est partie dans la bonne direction et ne pas utiliser une démo ou un PI planning pour faire du reporting au management, ça aussi, selon moi, ça contribue à changer la culture parce que du coup, on va être sur qu'est-ce qu'on apprend et non plus qu'est-ce qu'on a livré. Et ça, c'est le détail, je pense, vraiment qui compte. Montrer ce qu'on a livré, c'est mettre sur le tapis toutes les erreurs qu'on a pu faire. Alors que qu'est-ce qu'on a appris ? On a une équipe d'experts qui est sur un sujet d'expertise. Si eux ont appris quelque chose, il est grand temps de le faire savoir aux autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, donc quelques petits détails qui font la différence. Merci beaucoup.